tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être là aujourd'hui, si nombreux à vous avoir inscrit à ce premier webinaire sur l'éthique dans les projets d'Horizon Europe. Euh, est né de l'idée de ce webinaire est née du relais Horizon Europe qui sont très nombreux en santé qui nous ont aidés à définir les sujets. Ce webinaire est le premier webinaire de 3 webinaires qui auront lieu la semaine prochaine. Aujourd'hui sur la section éthique dans les dossiers des soumissions, la semaine prochaine avec un exemple concret de la section éthique dans une soumission et un troisième webinaire où je vous demande un peu plus de participation pour ceux qui veulent évidemment, pour avoir des exemples de bonnes pratiques pour répondre comment vous avez fait pour avec des problématiques éthiques spécifiques de vos projets, comment vous avez résolu les problèmes ou les demandes de la Commission européenne dans des projets qui ont été financés. Et je voudrais remercier particulièrement aux RHE qui m'ont aidé à définir, qui est Constance Henriquez, Cécile Bach et Julie Ménard, et à mes collègues du PCN Santé. Et ce webinaire, il est en train d'être enregistré. Et comme je vous ai dit, vous pouvez poser des questions dans le chat. Et vous pouvez m'interrompre, Sophie, si tu es là, vous pouvez m'interrompre, comme ça on peut faire le webinaire un peu plus interactive. Et la présentation, elle est en anglais, mais je vais vous parler en français à tous les moments. Alors, je vais vous donner un exemple très simple, et je suis désolée pour les collègues aujourd'hui qui sont là, juristes ou éthiciens, mais je tenais à mettre un petit exemple de qu'est-ce que c'est l'éthique, une décision basée sur l'éthique et une décision basée sur la réglementation. Parce que dans la partie éthique de projet européen, on doit répondre à ces deux questions et qui sont très différents et qui parfois peuvent se chevaucher. C'est une petite diapo, c'est très simple. Ensuite, je vais vous parler de quels sont les principes éthiques dans Horizon Europe. En fait, les parties les documents et où on peut trouver l'éthique dans Horizon Europe. Ensuite, je vais vous parler de la procédure d'évaluation éthique et avec la timeline, c'est-à-dire, et désolé aussi parce que je vais mélanger quelques mots en anglais. Et je sais que ma collègue Catherine qui est là de PCN Santé n'aime pas trop ça, mais parfois c'est très difficile de trouver le bon terme en français pour certains mots. Et, et l'idée, c'est de vous donner une vision très pratique de comment ça marche au niveau de la proposition jusqu'au financement du projet pour la partie éthique. Quels sont les changements dans le tableau éthique des problématiques éthiques qui ont été ajoutées dans Horizon Europe? Et qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle les problématiques complexes ou sérieuses? Parce que c'est ça qui est les changements majeurs de traitement de la partie éthique des projets dans Horizon Europe. Comme je vous ai dit, ça c'est un exemple très simple de ce que c'est l'éthique et la réglementation avec, juste pour avoir une idée de quelle est la différence, et vous allez le comprendre avec cet exemple. L'éthique est une branche de la philosophie qui nous aide à répondre à la question basique: qu'est-ce que je dois faire? Il est un processus de réflexion où les personnes prennent des décisions par rapport à ces valeurs, à ses principes et à ses objectifs. Et, et ça donne sens à ce qui est bon ou qui est bien ou significatif pour nos vies ou dans une société. Et dans une société moderne comme la nôtre, l'éthique contribue à la définition de comment nous devons interagir avec les autres au niveau personnel et professionnel. Les décisions basées sur l'éthique sont cohérentes avec nos croyances et, et la loi est différente. La loi définit une série d'actions et comportements qui sont nécessaires pour que nos institutions fonctionnent correctement. Et je vous ai mis 12 exemples ici, hein, le même exemple en éthique et en réglementation. Conduire prudemment parce que vous ne voulez pas blesser quelqu'un, c'est prendre une décision basée sur l'éthique. Et conduire prudemment et dans les limites de la vitesse, car vous ne voulez pas enfreindre la loi et être puni pour cela,
est une décision basée sur la réglementation. Et très souvent, il y a des confusions ou des chevauchements euh, sur ce que c'est loi et éthique. Euh, Comme la même chose, avec l'excuse que si nous remplissons nos obligations légales, nous pouvons nous considérer comme éthiques. Et dans cette diapositive, je vous montre toute une série des documents qui sont intéressants dans Horizon Europe et où on peut trouver toute la partie éthique euh, qui est derrière tout le programme. Ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le premier document. Je vous ai mis les liens, on vous partagera la présentation. Et bon, comme je vous ai dit, elle est en train d'être enregistrée. On la mettra sur le site horizon-euro.gouv.fr. Et ces documents, c'est celui qui nous intéresse le plus parce que ça va nous dire de façon pratique comment on va faire pour remplir euh, la partie éthique dans nos projets en soumission et même dans le suivi éthique. Ça peut nous aider parce qu'il est très détaillé sur ce qu'il faut faire pour chaque question. Alors, l'éthique est une partie intégrale des activités financées par l'Union européenne et la conformité éthique est très importante pour faire de la recherche d'excellence. Nous pouvons trouver dans l'article 19 de la réglementation du programme Horizon Europe les suivants. Les entités qui participent à une action financée par la Commission européenne doivent obligatoirement faire une auto-évaluation éthique et toutes les propositions doivent subir un criblage éthique. Ça, c'est une des nouveautés d'Horizon Europe pour identifier les sujets complexes ou sérieux au niveau de l'éthique. Et je vais parler de ça plus en détail un peu plus loin. Dans l'article 14 du Grant Agreement, nous pouvons aussi trouver la phrase qui parle du fait que les actions financées par la Commission européenne doivent adhérer aux principes éthiques applicables à l'Union européenne, mais aussi au niveau international, et que les bénéficiaires doivent respecter les valeurs de l'Union européenne. Et quelles sont les actions qui ne sont pas éligibles pour financement dans Horizon Europe? C'est les activités de recherche qui ont à voir avec les clonages humains pour des objectifs de reproduction, la recherche où on fait de l'ingénierie génétique pour modifier l'héritage chez l'humain et dont les modifications peuvent s'hériter, les activités qui visent à créer des embryons humains pour la recherche pour se procurer des cellules souches. La recherche sur les cellules souches adultes et embryonnaires peut être financée et en dépendant du contenu de la recherche et les cadres légaux dans les États membres. Et si vous êtes familier avec les programmes de travail santé, il y a des appels. Il y a eu des appels 2021 et des appels 2022 où on pouvait utiliser des cellules souches embryonnaires pour nos programmes de recherche. On ne financera pas les activités interdites dans les États membres, ni les activités de recherche dans un État membre qui sont interdites dans le même État. Et je reviens sur un exemple, ce que je viens de dire sur les cellules souches, c'est qu'il y a des États membres où c'est interdit de travailler avec cellules souches. On ne va pas financer de la recherche de cellules souches, même si dans cet État, même s'il est scientifiquement pertinent pour les projets. Et, on va trouver ces changements dans Horizon Europe. D'abord, les déclarations des applicants dans la partie administrative. Je vais aller dans les détails tout à l'heure. Et, des changements dans les questions de tableau des problématiques éthiques. L'introduction, en fait, on a enlevé la partie de double usage et on a rajouté la partie de mes-usage dans les tableaux et on a rajouté la question sur l'intelligence artificielle. Et les changements les plus importants, c'est que maintenant, on se concentre sur les projets à haut risque au niveau de l'éthique. Et vous allez voir comment on décide quels sont les projets à haut risque ou avec des cas complexes ou sérieux éthiquement. Les processus d'évaluation et de prise en compte de la dimension éthique des activités financées dans le cadre d'Horizon Europe est ce qu'on appelle le process d'évaluation éthique. Et il est composé de trois parties. Une partie qui est au niveau de l'application, où on doit faire une déclaration, euh, on doit remplir le tableau éthique, faire une auto-évaluation éthique qui se fait dans la partie administrative aujourd'hui. Ça, c'est un autre changement d'Horizon Europe. Et on peut aller dans les détails dans un annexe éthique pour certains des appels. La deuxième partie, c'est quand les propositions ils sont shortlistées,
ou choisis, ceux qui vont être soit financés ou en liste de réserve. Il y aura un screening, un criblage éthique pour toutes les propositions et une évaluation pour certaines des propositions. Et il y aura un review éthique pour quelques projets sélectionnés au moment de financement. Et ça, c'est une diapo qui est un peu de très mauvaise qualité, mais que je pris d'une présentation de la Commission européenne et que je trouve très instructive au niveau de la timeline du projet. Et tous les projets au niveau de la soumission sont obligés, comme je vous ai dit, d'avoir une auto-évaluation éthique. Certains projets vont subir ce qu'on appelle un pré-criblage. Tous les projets vont subir un criblage pour identifier ce qu'on appelle les sujets complexes. Ceux qui sont été identifiés comme complexes vont avoir une évaluation éthique et tout ça juste avant la préparation du grant agreement. Et ensuite, ceux qui ont des évaluations éthiques ou qui ont des tissus complexes, ils vont avoir des délivrables éthiques qui vont être implémentés là, dans le grant agreement au niveau de la préparation et de la signature. Et ensuite, tous les projets, ceux qui sont des sujets complexes et les restes, et quelques projets qui n'ont aucune complexité éthique vont subir un monitoring éthique pendant la durée du projet. Je vais me concentrer sur la partie de la soumission. Comme je vous ai dit, il y a une partie où les applicants vont faire des déclarations dans la partie administrative. Et, au niveau de déclaration, vous allez trouver dans cette partie des questions qui sont purement déclaratives, c'est-à-dire on ne va pas venir vérifier que vous êtes conforme pour ces questions, on vous croit, mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas obligé de remplir ces obligations. Et une des questions comprend l'intégrité scientifique. Vous déclarez que vous faites de la recherche avec les plus hauts niveaux des standards éthiques et des principes éthiques et que vous avez mis en place des procédures et une structure dans votre institution pour prévenir la déviation à l'intégrité scientifique. Et pour cela, la commission ne vous laisse pas tout seul, hein, il a financé un projet H2020 dont l'objectif était de créer des recommandations pour les institutions au niveau de l'intégrité scientifique. Et, et vous savez, ces rapports avec toutes les recommandations. Et en France, par exemple, si je me rappelle bien, il y a l'Office française de l'intégrité scientifique et qui est en charge de suivre la noté à rigueur des scientifiques. Et vous avez une page web, vous pouvez regarder toutes les institutions qui ont déjà mis en place de procédures et des structures spécifiques en France. Une autre des questions déclaratives est celle des applications civiles de la recherche. En fait, on doit déclarer que les applications, que la recherche qui est financée par la Commission européenne a des applications exclusivement civiles. Et dans cette question, vous allez trouver la question de dual use, qui sont ces activités dont les résultats pourraient ou auraient un potentiel d'être utilisés dans des applications militaires. Cette question est purement déclarative. La déclaration est suffisante. Vous n'allez pas subir un check des évaluateurs éthiques plus tard dans le financement de votre projet. Et la partie sur les applications civiles va être vérifiée dans la proposition par les évaluateurs scientifiques. Et vous avez aussi des recommandations de la Commission européenne sur ce que c'est des applications civiles et que vous pouvez consulter très facilement. Ce n'est pas des documents très longs. Vous avez une autre question qui apparaît dans les tableaux de sécurité, des sujets de sécurité, qui est le mésusage. Vous pouvez le trouver dans la question de sécurité et aussi vous pouvez l'adresser dans la partie éthique de votre projet. Dans la partie de sécurité, il s'agit d'une question déclarative. Et, qu'est-ce que c'est le mésusage? C'est par exemple des activités qui génèrent de savoir-faire ou de matériel ou de technologies qui pourraient s'adapter, utiliser dans des activités terroristes, par exemple, ou criminelles. Et pour la partie des mésusages, qui n'est pas, qui n'a rien à voir avec la sécurité, la dimension de la sécurité de votre projet, vous pouvez l'adresser directement dans la section éthique de votre projet. Par exemple, qu'est-ce qu'un exemple de ça? Un laboratoire qui recherche
des recherches qui réussit à reconstituer un virus éteint et qui est une super découverte scientifique. La libération du virus, que ce soit accidentellement ou délibérément, mettra en danger la santé et la sécurité publique et pourrait entraîner des millions de morts. Ça, c'est un exemple de mes usages. Et vous pouvez, je ne vous ai pas mis, mais vous pouvez trouver aussi un guide dans la commission a préparé des recommandations dans ce sens aussi. Alors, l'autoévaluation éthique, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et c'était le cas aussi dans H2020. Dans Horizon Europe, elle est inclue dans la partie A de la proposition, en fait, dans la partie administrative. Et dans cette partie, les personnes qui soumettent des propositions doivent adresser les dimensions éthiques de leur projet d'une façon très résumée dans la partie A, parce que vous allez voir que cette section, elle est très courte. En fait, on n'a pas la place pour mettre beaucoup de détails sur la partie éthique de nos projets. Et comme je vous ai dit, en dépendant des appels, vous avez la possibilité de soumettre de l'information additionnelle ou en annexe éthique d'une façon séparée dans la partie V, par exemple dans les appels collaboratifs en santé ou les ORC. C'est possible de faire ça. Et je crois que dans certaines actions Marie Curie, il est encore possible. Et comme je vous ai dit, la chose la plus importante d'Horizon Europe, c'est qu'il faut se concentrer aujourd'hui sur les projets à haut risque. C'est-à-dire, si vous travaillez bien dans votre partie éthique au niveau de la soumission et que vous n'avez pas de sujet à risque ou complexe, vous êtes de l'autre côté, vous allez pouvoir avoir une autorisation éthique de la part de la Commission. C'est une façon aussi de responsabiliser plus les institutions. Voici comment ça se présente un tableau éthique dans la partie A de votre proposition. Vous avez toute une série de questions à répondre oui ou non. En dépendant de votre réponse, d'autres questions vont s'ouvrir. Et doit être complété, c'est obligatoire. Si vous dites oui à une de ces questions, une ou plus de ces questions, il faut expliquer plus loin pourquoi vous avez dit oui. Quelles sont les questions qui sont incluses dans les tableaux éthiques sur les cellules souches et les embryons humains, l'utilisation de cellules souches et des embryons humains. Ce que j'ai rayé ici, c'est la question qui était avant dans H2020. Si vous allez faire de la recherche avec des participants humains, si vous allez utiliser des cellules ou des tissus humains, et par exemple la partie sur les tissus fœtals est compris dans cette question, si vous allez utiliser des données personnelles, de la recherche sur les animaux, des pays extérieurs à l'Union européenne, si vous allez pas seulement collaborer avec eux, mais échanger de matériel avec des pays externes. Et si vous avez des questions environnementales, de santé, de sûreté, comme je vous ai dit, il y a une question spécifique sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Autre issue éthique, autre problématique éthique dont vous avez identifié qui ne sont pas compris dans la question, et le mésusage. Je ne vais pas détailler les contenus de ces questions parce que ça va faire partie du 12e séminaire où on va avoir un exemple concret de comment répondre à la partie éthique d'un projet européen, de la partie A jusqu'à l'annexe éthique, on va dire, et d'une façon détaillée. Et c'est là où je vais parler de chacune de ces questions. Et ça, c'est la nouvelle question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que la proposition a des activités pour développer, déployer, utiliser l'intelligence artificielle? Et pour répondre oui ou non, il faut se poser la question sur le fait que le système d'intelligence artificielle que vous allez développer peut être stigmatisant ou discriminer des personnes par rapport à certaines caractéristiques, ou s'il va interagir de façon à influencer la décision des humains. Et ça, c'est ce que vous allez trouver dans la partie A, où il faut parler de l'éthique et de la réglementation. Il s'agit d'un vrai résumé parce que 5000 caractères que vous pouvez voir ici, ce n'est pas beaucoup pour les gros projets ou pour des projets qui ont des problématiques complexes ou beaucoup de sujets éthiques à traiter.
Il faut, je pense, aussi se mettre à la place d'un évaluateur éthique où on vous pose des questions, et plus explicite vous êtes dans vos réponses, plus facile pour l'évaluateur de voir la dimension éthique de vos projets et comment vous allez l'adresser. Vous pouvez aussi ne pas tout connaître des problématiques éthiques, et ça, c'est important au niveau de la proposition, mais vous pouvez les adresser, et dans ces cas-là, vous pouvez expliquer pourquoi vous ne connaissez pas encore toutes les problématiques éthiques et quels seront les mécanismes de décision si jamais il y a des problématiques qui s'ajoutent aux problématiques de votre projet. Et dans cette partie, vous pouvez aussi expliquer que vous allez avoir une partie clinique et que les détails sont déjà adressés dans la forme d'études cliniques, dont Catherine vous a parlé la semaine dernière pour tous ceux qui étaient dans le webinaire sur les études cliniques. Vous pouvez ajouter un annexe pour détailler vos propos. Et dans votre annexe, vous pouvez aussi ajouter des documents réglementaires et ne pas seulement des explications. Et alors, tout- excusez-moi, sur cette partie éthique, c'est vraiment un résumé. Et sur cette partie réglementation, vous allez mettre comme quoi vous êtes conforme, vous savez ce qui est nécessaire pour commencer la recherche. Je vais vous donner un exemple très simple. Disons que vous allez utiliser des animaux pour faire votre recherche sur l'infectivité d'une souche bactérienne spécifique. Ici, vous allez décrire votre protocole, combien d'animaux vous allez utiliser et pour quel objectif scientifique. Et ici, vous allez dire que vous êtes conforme à la réglementation, que vous avez déjà, ou que vous allez le faire, contacter les comités d'évaluation éthique animale correspondants, que vous avez les autorisations du ministère de la Recherche, etc. Et, et comme je vous ai dit, pour certains des projets, en fait, des propositions, c'est attendu d'avoir un annexe éthique parce que c'est clair qu'on ne peut pas adresser toutes les problématiques dans cette section de la partie 1. Et c'est ça comment ça se présente le guide d'auto-évaluation éthique qui est fait par la commission. Vous avez les sections, en fait, où il est décrit chacune des questions et il vous met des exemples. Si vous répondez oui, est-ce que tel ou tel, en fait, il pose les questions pertinentes. Qu'est-ce qu'il s'attend comme réponse et qu'est-ce qu'il s'attend de vous comme document réglementaire ou comme des explications un peu plus loin. En fait, le guide, il est très intéressant, il est long à lire et très souvent, les chercheurs, ils n'ont pas le temps d'aller plus loin dans la en fait, dans la lecture, dans la description de ces problématiques. Je vais passer à la 12e partie. Une fois que les évaluateurs scientifiques ont fait leur choix de projet qui pourrait être financé, et avant la signature du grant agreement, vous allez subir ce qu'on appelle un pré-criblage pour certaines propositions ou un criblage pour toutes les propositions qui seront évaluées. Je remets ce petit schéma pour vous situer dans la timeline de l'évaluation. Et comme je vous ai dit, le pré-screening, il est optionnel. Il y a quelques propositions qui vont être choisies pour un pré-screening. Dans le pré-screening, il y aura au moins 12 évaluateurs éthiques. Ça peut être des évaluateurs éthiques externes ou des membres de le staff qui ont à voir avec les questions éthiques des projets. Si vous n'avez pas de problématique éthique, vous êtes autorisé, votre projet il est autorisé. Si vous avez des problématiques éthiques, vous allez sur le screening ou vous allez être, en fait, où l'évaluateur va dire attention, il y a des problématiques à revoir. Toutes les propositions suivent le screening pour au moins 12 évaluateurs éthiques qui sont des experts externes. Et ce qui est le plus important, c'est que l'objectif de ce criblage, c'est d'identifier ce qu'on appelle les sujets sérieux ou complexes et qui doivent subir ce qu'on appelle une évaluation éthique plus détaillée. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant. En fait, ça peut être
moins compliqué pour ce projet qui n'ont pas des complexités éthiques et un peu plus compliqué pour ceux qui l'ont. Et pendant le screening, si vous n'avez pas aucun problème, aucune problématique éthique, vous avez l'autorisation éthique de la commission. Et parce que vous avez bien répondu, que tout le monde a compris et que vous n'avez pas de complexités. Si vous avez des problématiques éthiques, principalement parce que vous n'avez pas bien adressé ces problématiques dans la proposition, vous allez avoir des requis éthiques qui vont être demandés par la commission dans un rapport, et que si vous êtes financé, vous allez devoir répondre au moment de la contractualisation ou pendant la durée du projet. Ils vont peut-être vous demander aussi de mettre en place un review éthique, un board éthique externe ou un évaluateur éthique externe. Et troisièmement, il y a ces projets qui ont été classifiés comme des projets qui ont des problématiques complexes ou sérieuses, et ça, ils vont directement sur le assessment éthique, sur l'évaluation éthique. Et ça, vous allez trouver tout ça dans les délivrables éthiques, dans le Grant Agreement. Et parfois, la commission rajoute de work package supplémentaires qui ont à voir avec toutes les problématiques éthiques qui ont été identifiées pendant le moment de l'évaluation. Et vous allez devoir répondre, pas seulement aux questions, mais aussi comment vous allez mitiger les risques pour ces problématiques. Toutes les propositions dont vous avez des cellules souches humaines ou des embryons humains vont directement à l'évaluation éthique. Et aussi, ce projet, comme je viens de vous dire, ont des problématiques qu'ils ont identifiées comme sérieuses ou complexes. Pendant l'évaluation, vous avez au moins 5 experts éthiques externes. Et l'objectif de cette évaluation, identifier les mesures qui devront être implémentées pendant la vie du projet pour mitiger ces problématiques. J'aime bien cette diapo de la commission qui a l'air d'être un peu complexe, mais ce n'est pas si complexe que ça. Parce que ça résume bien tous les processus d'évaluation. En fait, une fois que la proposition scientifique est évaluée, et vous passez par le criblage, vous n'avez aucun problème éthique, vous avez l'autorisation de continuer. Vous savez quels sujets éthiques qui vont vous proposer soit d'avoir un advisor éthique externe, ça parce que vous ne l'avez pas adressé correctement, les problématiques éthiques au moment de la proposition, soit vous allez avoir un advisor éthique externe ou un board éthique, ou même un monteur éthique. Parfois, c'est un monteur éthique qui est conseillé par la commission. Si vous avez des issues, en fait, des problématiques complexes, vous allez avoir une évaluation éthique. Si dans l'évaluation éthique, vos réponses ou la façon dont vous adressez les problématiques ne sont pas acceptables, votre proposition est rejetée. Moi, dans mon expérience professionnelle, je n'ai jamais eu à avoir un projet rejeté dès le départ, mais j'ai eu à avoir de projets dont le financement a été coupé pendant plusieurs mois parce que les questions éthiques n'ont pas été adressées correctement pendant la durée de vie du projet. Et si vous adressez correctement les questions de l'évaluation éthique, ils vont vous demander sûrement d'avoir un advisor externe ou un board externe. Si vous n'avez pas adressé correctement ou complètement les problématiques éthiques, vous allez avoir une autorisation conditionnelle et vous allez suivre sûrement un ethics review pendant la durée de vie du projet. Alors, quelles sont les problématiques éthiques sérieuses ou complexes dont je parle depuis tout à l'heure? Ça, ce n'est pas une liste exhaustive du tout. Je vous mets quelques exemples. C'est très complexe de vous donner la liste complète des problématiques éthiques. Mais pour vous donner une idée, et d'ailleurs, la Commission européenne a fait un webinaire sur ces problématiques spécifiques. En fait, vous avez besoin des gens vraiment qui comprennent l'éthique et la réglementation.
Et mais en fait, par exemple, je vous ai mis ici, des sujets qui peuvent entraîner une violation des droits et des libertés, des sujets qui peuvent avoir des propositions qui peuvent avoir le potentiel d'entraîner des dommages importants pour les chercheurs, les participants à la recherche, les publics, les animaux ou l'environnement, ce qui s'appelle, à la commission les Do Not, Harm Principle. Une proposition qui peut avoir, des usages militaires, «cachés» entre guillemets. Une recherche à des groupes vulnérables qui peut être stigmatisé ou exclu comme résultat de la recherche. Ça arrive, par exemple dans la recherche, avec sciences sociales, impliquées parfois dans certains pays et ou des sujets de recherche où il y a un débat, ouvert entre les scientifiques et les éthiciens. Où il y a des doutes, concernant la capacité des chercheurs ou des institutions de recherche, pour mitiger, excusez-moi, les risques, éthiques. Il y a un guide, hein, qui était, publié aussi par la Commission européenne avec la liste des problématiques, mais à nouveau, ce n'est pas exhaustif et je vous ai mis ici les liens de webinaires de la commission qui est super intéressant. Et que si vous avez des doutes, je vous conseille d'aller voir, il est pas très, très long. Et quand est-ce qu'on aura, un ethics advisor ou un board, éthique externe, après l'évaluation des problématiques éthiques? Et la recommandation est que, la commission, elle va vous recommander d'avoir un advisor éthique externe ou un board interne avec un minimum de 3 experts, en dépendant de la taille du projet, de combien en fait de types de seriousness en fait, de type de problématiques éthiques, si c'est plus ou moins sérieux par rapport au projet et c'est le type de recommandation qu'il va vous faire et parfois il peut aussi vous recommander seulement de, dénommer un mentor éthique et un mentor éthique, c'est quelqu'un qui a une connaissance, de sujets éthiques, mais qui est interne, à l'institution, de la coordination, par exemple, qui n'est pas nécessairement de quelqu'un externe et ne pas savoir des requis éthiques, c'est-à-dire être, autorisé au niveau éthique de votre projet, ne signifie pas que vous n'avez pas des obligations éthiques. Vous pouvez avoir des révisions éthiques au hasard, hein, par la commission, même si votre projet a été, autorisé dès le départ et vous êtes obligé d'avoir toutes les autorisations et des documentations nécessaires avant les commencements de la partie qui les a besoin dans votre projet et vous devez les fournir si la commission vous demande. Vous allez avoir un rapport des résumés si vous allez être financé avec, qui va vous rappeler qu'est-ce que sont vos obligations éthiques et l'idée c'est d'éviter d'avoir, trop des requis éthiques avant la contractualisation de votre projet et comme je vous ai dit, il faut avoir un focus sur les projets qui sont à haut risque au niveau de la complexité et finalement, en fait, ce qu'il recommande la commission à ses évaluateurs éthiques, c'est, ne pas demander, en fait, ne pas, faire, de ces demandes éthiques comme était le cas dans H2020, quelque chose de très lourd, par rapport au projet scientifique, quoi. Parfois, on a des problématiques éthiques qui sont très simples à résoudre. On n'a pas besoin d'aller très loin dans les autorisations et dans les explications et il ne faut pas que les évaluateurs éthiques demandent, ça, d'une façon routinière et qu'il faut juste la juste mesure et
Et je finis pour ma présentation. J'espère qu'elle n'a pas été très... En fait, je sais qu'aujourd'hui, c'était un peu trop le background théorique et comment on voit les projets au niveau de l'éthique. J'espère que vous avez appris quelque chose sur la partie éthique de projet et la prochaine semaine, on parlera d'un exemple concret. Et ben, si vous avez des questions, je suis prête à répondre à vos questions. Vous pouvez désactiver, je pense, activer vos caméras et vos micros si vous voulez, ou poser des questions sur le chat. Bien sûr. Oui, merci, merci beaucoup, Sophie. Donc, il y avait une première question qui était sur parmi la table des ethic issues. Que faut-il comprendre par human participants? Et en fait, si vous allez avoir des participants humains, en fait, est-ce que vous allez avoir un protocole où vous allez demander la participation des humains? Pour des Ça, essais cliniques et interventionnels, donc, ça ou peut être pour observations. des essais cliniques, mais ça peut être pour juste des échantillons humains, par exemple. Vous avez besoin de collecter des échantillons humains. Et dans ces cas-là, on est obligé de faire un protocole de recherche où on explique qu'est-ce qu'on va faire, comment on va collecter ces échantillons, dans quel cadre, etc., etc. Et ça fait partie aussi de participants humains. Ça peut être aussi dans les SHS, en fait, dans les sciences sociales et humaines, des questions. Quand vous allez avoir un questionnaire, par exemple, comme partie de votre recherche, vous allez faire appel à la participation des humains. Et ça, il faut un protocole aussi de recherche et ça fait partie de ce que c'est participant humain. D'accord, merci. Une autre question, c'est s'il n'y a rien à signaler dans cette partie A, en gros, qu'on a tout coché les non, si j'ai bien compris, qu'est-ce qu'il faut remplir pour la partie self-assessment? Est-ce que ça suffit de dire rien à déclarer ou il y a toujours des choses à déclarer? En fait, j'ai la tendance à dire, en fait, qu'il y a toujours quelque chose à déclarer. Quand il s'agit des sujets, des projets en santé, par exemple, vous allez au moins déclarer la partie environnement, ce qui veut dire comment vous allez traiter vos déchets biologiques. Désolée parce que je pense en anglais en même temps. Par exemple, au moins ça. En fait, c'est des trucs très simples. Ça peut être très, très simple comme réponse. Mais je n'ai jamais vu, par exemple, un projet en santé avec 0 oui. Mais pourquoi pas? Peut-être, quelque chose qui soit à 100 heu, 100 traitement ou analyse des données ouvert, en fait. Je j'arrive pas à voir maintenant un projet comme ça, un exemple d'un projet où j'ai rien. D'accord, merci. Mais oui, mais pourquoi pas? Moi, si vous avez 0, oui. Est-ce que le screening éthique, il se fait entre l'étape 1 et l'étape 2 pour l'école en 2 étapes? Oui, en fait, ça, c'est par exemple un exemple où on peut avoir un pré-screening pour de l'étape 1 à l'étape 2. On pourrait avoir un screening éthique, ouais. D'accord. Je me suis perdue. Qu'est-ce qu'on entend par un board externe? Je ne sais plus à quel moment ça a été posé. Oui, en fait, ça va être une demande de la commission au niveau de l'évaluation éthique ou des screenings après les screenings éthiques. Ça peut être une demande de la commission, mais ça peut être aussi une proposition de projet d'établir un board éthique externe en sachant qu'il y a des sujets ou des problématiques éthiques qui vont être traitées dans le projet et complexes. Et dans ce cas-là, on peut dès le départ, au moment de la proposition, dire: «OK, on va mettre en place un board éthique externe qui va analyser en fait chacune des thématiques éthiques de votre projet, qui va vous donner des recommandations, qui va faire des rapports et vous pouvez le prévoir si vous savez déjà que votre projet a des complexités éthiques, par exemple. Et ça, c'est une façon de mitiger les risques éthiques de votre projet, par exemple. Ça, c'est une réponse.
D'accord, Et c'est-à-dire que c'est au consortium de trouver des experts externes pour constituer ce board, comme on ferait un Scientific Advisory Board, par exemple, on va faire la même chose avec un exactement, par éthique exemple, advisory board. exactement, et je pense par exemple, il y a des projets où ils sont, je sais pas, des parties cliniques qui sont assez complexes avec des populations vulnérables, où on inclut, je sais pas, des enfants, des femmes enceintes, des gens qui ne peuvent pas donner leur consentement, etc. Et à différentes étapes du projet, euh, au fait, on sait dès le départ que ce type de recherche est déjà complexe. En fait, au niveau de l'éthique, on peut déjà prévoir dès le départ, par exemple, un World Package éthique, on fait discussion à différentes étapes du projet sur comment traiter ces sujets avec un board éthique, des experts éthiques externes pour discuter avec nous, en fait, etc. Il y a plusieurs façons de faire, mais ça pourrait aider à mitiger les risques. Et la commission peut prendre ça en compte pour ne pas vous proposer de faire de reconstituer un board externe éthique. D'accord, parce qu'il y a une question qui demande si ce board doit être composé obligatoirement de personnes extérieures aux partenaires du projet. Parce qu'on peut aussi, j'imagine, proposer un board éthique avec des partenaires qui sont experts dans le sujet. Enfin, c'est deux réponses possibles. C'est deux réponses possibles. Et pour la commission, j'ai déjà vu des projets où la commission, par exemple, conseille juste un mentor éthique. Un mentor éthique, c'est quelqu'un qui connaît des problématiques éthiques, mais qui est interne à l'institution, par exemple, de coordinateur, qui va donner un avis sur comment ils sont traités les sujets, mais sans que ce soit nécessairement externe. Ça dépend à nouveau de sujets, quoi, des problématiques, de comment ils voient les évaluateurs la complexité. Parce qu'il faut voir que, en fait, il faut voir qu'il y a beaucoup de sujets éthiques dont il y a des lois qui peuvent régir la façon de traiter les sujets éthiques. Et ça, en fait, c'est l'implémentation, ça peut être, je ne sais pas, plus ou moins simple, mais ça peut être une façon de répondre à l'implémentation éthique. Mais il y a des sujets, et par exemple, je vous ai mis l'exemple de l'intelligence artificielle, dont il n'y a pas de loi qui fasse une réglementation sur l'intelligence artificielle en soi-même, mais des aspects de l'intelligence artificielle. Et ça devient beaucoup plus problématique. Ça peut être comme une toile d'araignée avec plein de problématiques qui dérivent. Et c'est dans ce type de problématiques ou de sujets qu'on peut recommander d'avoir un board et qu'il faut réfléchir. Vous pouvez réfléchir au moment de monter un consortium de comment adresser ces réponses. Merci. Et du coup, pour clore sur ce sujet de board éthique externe, est-ce que la commission a une vision et une fonction de validation de la composition de ces boards, qu'ils soient internes ou externes d'ailleurs, ou c'est Euh, vraiment au choix du consortium? oui, en fait, il faut toujours réfléchir au sujet. Par exemple, si votre sujet complexe est, je sais pas, le données, en fait, de la RGPD, les données humaines et la RGPD, par exemple, euh, il, en fait, il faut que vous soyez aussi, au fait, que vous sollicitiez un expert externe qui ne soit pas expert en recherche animale, par exemple. Même s'il comprend les sujets éthiques liés à l'RGPD. Je ne sais pas si je suis claire, mais Oui, ils vont regarder les CV du board, mais oui, a priori, il faut on qu'il prend un soit expert cohérent qui avec les va regarder. sujets. D'accord. Ouais, ouais. Très bien, donc je remonte. Quelle est la différence entre ethic review et ethic assessment? L'éthique review se fait pendant la durée de vie du projet et que l'éthique assessment se fait au moment avant de la contractualisation ou pendant la contractualisation de projet quand il va être financé. Au niveau de ce qui est demandé par la commission ou par les évaluateurs éthiques, ça peut être plus ou moins au même niveau, c'est-à-dire les niveaux de détail, la mitigation des risques, qu'est-ce que vous avez fait, constituer l'advisory board, etc., etc. Ça peut être le même niveau, mais c'est juste, au fait, le nom assessment et review, c'est juste à deux moments différents du projet. Parfait, merci. Prochaine question. Pour une étude impliquant l'animal, faut-il faire valider le protocole par le comité d'éthique avant la mise en place du grand agreement?
Et si vous allez commencer, pas nécessairement, mais si vous allez commencer, en fait, si dès le départ, vous comptez utiliser les animaux avec ces protocoles spécifiques à votre recherche, il faut l'avoir au moment de la contractualisation. Ça dépend beaucoup du timing du projet. Si vous allez commencer tout de suite, il faut l'avoir avant. D'accord, parce qu'il y a une question similaire pour une étude clinique de manière générale, j'imagine sur l'humain du coup. Faut-il aussi faire valider ces protocoles par un comité d'éthique avant le Grand Agreement? Et donc, il est souligné que ceci peut être un problème quand le promoteur de l'étude ne veut pas, car attend financement pour déposer le protocole au CPP. Du coup, quel serait le conseil? Oui, en fait, vous pouvez spécifier, parce qu'en fait, au moment de la contractualisation, vous allez peut-être pas nécessairement commencer au J1 de projet votre protocole clinique. Et vous pouvez mettre par exemple un délivrable, avoir l'autorisation pour commencer l'étude clinique à un moment donné de votre projet au début, si c'est ce qui est intéressant pour la question scientifique. Si l'appel ne prévoit pas d'annexe, peut-on en proposer une tout de même? Et en fait, avant, en fait, dans H2020, dans tous les projets, au moment de la proposition, vous aviez la possibilité de mettre un annexe éthique avec la partie B de votre projet. Mais aujourd'hui, il y a des projets où c'est impossible de mettre des annexes. Par exemple, je pense, pas de projet collaboratif en santé, mais je pense au projet, les Doctoral Networks de Marie Curie. Avant, on pouvait mettre des annexes éthiques ou des annexes tout court, et aujourd'hui, on ne peut pas. Et en fait, ça dépend de l'appel. En fait, il faut vraiment aller voir sur l'appel. Mais ce qui est santé, tous les projets en santé, de programme santé, les ORC, et tout ça, vous avez de la place pour mettre un annexe éthique. Je crois. Ah non, il y a d'autres questions. Pendant l'ethic assessment, donc avant le grant, le coordinateur du projet a-t-il à répondre à des questions? Oui, en fait, si votre projet, vous allez recevoir un rapport des évaluateurs. Si votre projet va être financé, vous allez recevoir un rapport de la commission avec ce que vous avez comme requis éthique, on va dire, avec un résumé. Vous avez répondu à à votre projet, que vous avez ces problématiques dans votre projet. Et, et ça, c'est les questions qu'il faut répondre avant la signature du Grant Agreement. Et ça, c'est les questions que vous pourrez répondre pendant la durée du projet. Et ça, c'est la responsabilité du coordinateur dans un projet en collaboration. La réponse, même si les réponses dépendent aussi des membres du consortium, des institutions qui sont membres du consortium, mais c'est les coordinateurs qui répondent. Une autre question sur le terme de dual use, j'imagine. Donc, si on répond dual, vous dites que c'est juste pour info, mais ça a l'air d'être considéré comme un problème éthique sérieux. Comment ça se passe si on coche du coup dual? En fait, oui. Non, en réalité, la question déclarative que j'ai mis, dont je vous ai mis l'exemple dans la présentation, si vous cochez, ça veut dire que c'est exclusivement application civile, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir de dual use. Ça peut arriver dans des projets où ils sont un potentiel de dual use, mais il y a des institutions qui sont déjà en train de mettre en place des dispositifs pour identifier ces projets et vous aider à répondre. Si jamais Mais vous avez une question de la part de la commission, quoi. Ou d'autres, d'accord, parce qu'il n'y a pas que la commission. mais est-ce qu'il y a un endroit où nous, on peut cocher quand on dépose le projet, on peut dire oui, il y a un potentiel de dual? Oui. Et si on coche ça, qu'est-ce qui se passe après? Ouais, bah, après, il va falloir demander, en fait, comme, et je pense, si je ne me trompe pas, il n'y a pas encore, il n'y a que des recommandations, mais il n'y a pas encore des directives qui régulent les dual use. Mais je sais qu'ils sont en train de discuter hein, en Europe et que plusieurs États membres ils sont en train de mettre en place des mesures pour ce type de recherche. Vous cochez oui dans le tableau éthique, dans Other Ethics Issues. Vous expliquez dans votre annexe ou dans votre partie éthique administrative pourquoi vous avez coché oui.
Et ensuite, vous allez avoir des questions complexes. Ils vont vous demander pourquoi vous avez coché oui, etc. Ils vont vous demander des choses spécifiques. En fait, les évaluateurs éthiques de la commission sont très spécifiques sur les questions qu'ils veulent voir, en fait, les réponses qu'ils veulent voir. Parfait. Une autre question qui vient d'arriver. Savez-vous si, comme dans les projets H2020, le fait d'organiser des workshops, training, advisory board, etc., ouverts à des tiers extérieurs au projet, déclenchera un oui des ethics reviewers sur les sujets personnel data et human? C'est effectivement très lourd à gérer lors de la mise en œuvre des projets concernés. Oui, mais vous pouvez expliquer que vous avez déjà, parce que comme on est tous soumis à l'RGPD en Europe, vous pouvez déjà expliquer, vous pouvez mettre oui, mais vous pouvez expliquer que vous avez déjà dans vos institutions un DPO qui est responsable de tous ces types de questions. En fait, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans les détails si votre institution est un DPO, par exemple. Très clair. Je ne vois pas de main levée. Donc, si quelqu'un veut faire un commentaire à l'oral, n'hésitez pas. Il y a plusieurs commentaires qui ont été faits dans le chat. Je vous invite à lire. Oui, donc Mathieu Reboul qui a répondu sur ta question, Vania, en disant que des livrables sont tout de même à fournir. Est-ce que la commission ajoute automatiquement un work package éthique à tous les projets? Pas du tout. Forcément. Pas forcément. Ces projets qui sont autorisés dès le départ, ils peuvent ne pas avoir de délivrable éthique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main si vous avez un commentaire ou une question à faire ou par écrit, comme vous préférez. Et désolé encore pour cette histoire de bloquer tout le monde, toutes les caméras. Parce que je vous ai dit, il faut que ça soit interactif et tout le monde a posé des questions. Et tu ne pouvais pas me parler, Sophie, je suis désolée. Hein, mais... Ce serait bien, on fait à la fin, comme ça les gens ont le temps de réfléchir à leurs questions. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, pas de commentaires, je ne vois pas de main levée, donc n'hésitez pas. Voilà, sinon, je te laisse conclure. Sinon, merci beaucoup. Hein, merci à tout le monde d'être là aujourd'hui et d'avoir posé autant de questions et tout ça et d'être intéressé. La semaine prochaine, ah oui, allez-y. Quelqu'un qui avait une dernière question? Oui, j'attends de la taper. Peut-être rappelle la suite des webinaires. Ouais. Concernant des autorisations précédant la mise en place du RGPD, en fait... Peut-être Bastien, vous pouvez poser la question à l'oral, ça va plus vite. Oui, c'est ça. Et aussi... Ouais. Oui. Bah, excusez-moi, j'ai cru que c'était coupé, du coup, c'est pour ça que je tapais comme un fou. Oui, en fait, on a sur tout un volet d'études précédentes qui ont été faites donc avant le projet, sur lesquelles il y a eu des autorisations, tout est en ordre, mais c'est des autorisations qui ont été faites avant la mise en place du RGPD. La Commission européenne nous demande dans le résumé éthique de mettre à jour ces autorisations en ligne avec le RGPD, donc soit en demandant des nouvelles autorisations, soit en demandant une déclaration du DPO de l'institution qui a mis en place l'expérimentation, comme quoi c'est toujours en ligne avec le RGPD. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu? Oui, en fait, ça c'est un des exemples que j'aimerais bien mettre dans le 3e webinaire de bonnes pratiques parce que effectivement, et parce que ça n'existe pas une vraie attestation d'un DPO en disant tout est conforme à la RGPD. Et en fait, on voulait vous raconter un peu comment nous avons fait pour un projet où il y avait des problématiques de ce style et qu'est-ce qu'il a répondu le DPO et comment on a mis en place tout ça, quoi. Et si vous voulez participer au 3e webinaire avec ces mêmes exemples, je suis preneuse parce que c'est intéressant de voir comment on fait
pour ce type de questions dans les transitions ou pas que dans les transitions. En fait, comment on résout dans nos institutions spécifiquement pour certains projets ces problématiques. En fait, il n'y a pas une réponse. Je ne vous réponds pas parce qu'il n'y a pas une réponse spécifique. En fait, c'est pour ça que c'est important de discuter de comment on fait chacun entre nous pour résoudre ces problématiques. Donc, rendez-vous le 1er février. Oui, ça c'est pour le pour le troisième webinaire. Et la semaine prochaine, je vous rappelle, il y a un webinaire où on va faire un exemple de comment on répond spécifiquement en fait quand on va voir les questions et qu'est-ce qu'on retrouve dans les questions. Et très général, parce que je ne suis pas une spécialiste de la réglementation dans tous les sujets inimaginables et possibles, mais avoir une idée de réponse correcte pour la commission et en fait, qu'est-ce qu'ils attendent de nous en fait dans la description de chaque question. Merci. Si. Et juste pour répondre à Agnès qui n'a pas très bien compris la conséquence de répondre oui à dual use. En fait, après vous avoir répondu oui au dual use dans other ethics issues, il faut vraiment vous approcher de votre institution, en fait, de la cellule éthique de votre institution ou de la direction de votre institution, parce que chaque institution est en train de mettre en place des dispositifs pour les dual use. En fait, il n'y a pas une réponse. Je ne peux pas vous répondre vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Ça dépend de ce que, qu'est-ce qu'il est en train de se mettre en place chez vous pour répondre à ces problématiques. Bon, je crois qu'on a tout épuisé. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Tu peux rappeler la date et l'heure? Oui, c'est le 25 janvier de 11h à midi. À nouveau, ce webinaire va être enregistré. Et si vous avez décidé pour le webinaire 3, je reviens pour les bonnes pratiques du webinaire 3, n'hésitez pas à me contacter par mail, on mettra ça en place. Merci beaucoup, Vania. Bon après-midi à tous. Merci à tout le monde. Bon après-midi à tous. Merci.